Mais l'obstacle sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est celui de la non-réciprocité. Et pour parler de la non-réciprocité, je vais faire un petit détour. Et pour faire ce détour, je peux parler de La juste part de Patrick Turmel et David Robichaud. Il y en a peut-être qui étaient là quand ils sont venus présenter cet ouvrage, il y a, je crois, 1 an de ça. Un petit ouvrage absolument génial qui défend une idée assez simple, finalement. Ce que Patrick Turmel et David Robichaud défendent dans La juste part, c'est que Robinson Crusoe, seul sur son île, n'arrive pas à produire grand-chose comme richesse. Il a une vie relativement modeste, voire malheureuse. Peut-être que tout seul, tout ce qu'il arrive à chasser pour se nourrir, c'est une perdrix. Mais vous mettez 100 personnes sur une île, 100 Robinson, ce qu'ils arrivent à chasser, ce n'est pas 100 perdrix. Ce n'est pas l'addition de leur contribution individuelle. Ce qu'ils vont arriver à chasser, s'ils coopèrent, s'ils sont assez futés pour coopérer, c'est un mammouth. C'est parce qu'ils coopèrent qu'ils réussissent à atteindre un niveau de vie, disons, plus satisfaisant. Mais c'est aussi parce qu'ils coopèrent qu'il y a un conflit qui apparaît. Parce que dans le premier scénario, si par exemple les 100 personnes ne coopèrent pas, chaque Robinson chasse sa perdrix, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'obligation de justice les uns envers les autres. J'ai chassé ma perdrix, je suis propriétaire de ma perdrix, puis je n'ai pas vraiment d'obligation envers mes voisins, sauf peut-être s'ils sont dans une situation désespérée, j'ai peut-être un devoir d'entraide, etc., un devoir minimaliste. Mais s'ils coopèrent et ils chassent un mammouth, comme ils étaient dans une situation de dépendance mutuelle pour chasser le mammouth, ils avaient besoin les uns des autres pour mettre leur effort en commun pour chasser le mammouth, comment on divise les parts du mammouth? Comment on divise les parts de ce qu'on pourrait appeler dans le jargon le surplus coopératif? Il n'y a pas de réponse naturelle à cette question. On pourrait dire, on divise les parts également, ou selon le mérite, selon le statut social, selon l'intelligence, selon l'effort, selon les besoins. Pas de question naturelle. Puis évidemment, la réponse que vous allez apporter à cette question va vous donner un principe de justice en particulier. Mais l'idée, c'est que la question de la justice se pose en ce qui concerne ce qu'on produit en commun. C'est ce qu'on produit en commun qui doit faire l'objet d'une répartition équitable. Mais je laisse de côté la question de savoir qu'est-ce que équitable veut dire. Ça, je mets ça de côté. C'est ce qu'on produit en commun qui doit faire, qui enclenche une question de justice. Mais si on accepte ce point de vue, on n'est pas sorti de l'auberge pour ce qui est du contexte intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on produit en commun avec les générations futures, éloignées? Avec les individus qui vont vivre, par exemple, dans les années 2200, 2300, est-ce qu'on coopère avec elles? Apparemment non. On n'a aucune interaction avec ces générations futures éloignées. Alors l'implication logique, fatale, c'est qu'on n'a aucune obligation de justice envers eux. Alors, j'espère que vous n'êtes pas convaincus. Du moins, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, au-delà des apparences, on peut montrer que oui, il y a bel et bien une dépendance mutuelle entre nous et les générations futures, même éloignées. Une certaine forme d'interaction, une certaine forme de réciprocité. Et c'est à partir de cette réciprocité qu'on va pouvoir penser, qu'on va pouvoir réfléchir sur nos obligations de justice envers ces générations. Alors, vous voyez, mon objectif est vraiment modeste. Je ne vais pas répondre aujourd'hui à la question de savoir qu'est-ce qu'on doit aux générations futures. Je souhaite simplement faire le premier pas et dire pourquoi est-ce qu'on aurait des obligations de justice envers les générations futures.